Vous avez la parole, merci. Voilà, très bien, je vous en prie, c'est moi. Oui, alors ma présentation va vous emmener dans les terres lointaines, hein, puisqu'il s'agit des terres de l'Est, dont on vous a déjà un petit peu parlé, je crois, ce matin. Mon propos, en fait, s'inscrit dans un projet un petit peu plus large, qui est consacré à un programme en cours au sein de la Maison des sciences de l'homme et de l'environnement de Besançon, et puis qui résulte aussi de travaux maintenant menés depuis 2 décennies à peu près sur l'histoire des écosystèmes forestiers vosgiens. Vous avez donc en guise de préambule cette illustration superbement prise par un de nos archéologues volontaires au sein de ce programme de la MSHE de Besançon, et qui place d'emblée un petit peu l'enjeu majeur, à savoir ces histoires en quelque sorte de bornes forestières que l'on retrouve de plus en plus nombreuses au sein de ces forêts. Alors, avant toute chose, je souhaiterais remercier Nicolas Poirier pour m'avoir permis de présenter cet exposé. Je suis très heureux de pouvoir participer à cette journée d'études. Et j'en profite quand même pour signaler que nous sommes nombreux à participer à cette recherche, notamment des archéologues, ce qui est somme toute assez original. Alors attendez, voilà. Euh, donc des archéologues, disais-je, qui participent avec des historiens, si je ne m'abuse, des sociologues, etc., à la gestion sur le temps long de ces forêts des Vosges saunoises. Parallèlement, donc, la recherche en cours bénéficie aussi d'autres travaux entrepris depuis pas mal d'années. Dans mon cas, c'est une thèse forestière qui avait été soutenue en 2000, et puis des travaux plus limités sur un certain nombre de forêts domaniales que vous pouvez observer, notamment la forêt de Saint-Antoine, sur laquelle je reviendrai très régulièrement au cours de mon propos. Alors, d'emblée, il importe de situer un petit peu le territoire, notre territoire de chasse. On se situe vraiment dans les marges orientales de notre pays, plus précisément dans l'actuel département de la Haute-Saône. Je pense que tout s'affiche bien. Vous pouvez me le confirmer? C'est tout bon, oui. Oui, c'est tout bon. Donc, la Haute-Saône est un département, comme vous pouvez le constater, relativement excentré, et la partie que l'on nomme les Vosges saunoises, encore un petit peu plus marginale. Ces remarques sont d'importance parce qu'elles, elles légitiment en quelque sorte les travaux en cours sur ces écosystèmes forestiers observés dans le temps long. La Haute-Saône aujourd'hui a un petit peu la réputation d'être un département périphérique de la grande et nouvelle région Bourgogne-Franche-Comté. C'est un territoire qui est très rural. Pour ce qui est de cette partie Vosges saunoise à laquelle nous allons nous intéresser, c'est un territoire qui est en perte de vitesse sur le plan démographique, sur le plan économique également, et qui aujourd'hui se repeuple faiblement sous la forme de d'apport de populations qui viennent prendre généralement leur retraite sur ces territoires qui sont absolument magnifiques sur le plan écologique. En termes de topographie, et c'est aussi une observation d'importance, notre territoire d'étude se répartit à la fois sur des zones très montagnardes, relativement élevées, alors ça fera sourire sans doute les Pyrénéens ou éventuellement les Savoyards qui participent aux journées d'études, mais sur relativement élevé pour le massif vosgien, qui est un massif de moyenne montagne, une vieille montagne. Et vous pouvez constater donc à partir des zones rouges en particulier qu'on a ce que l'on appelle la crête qui culmine bon an mal an entre 1000 mètres et 1424 mètres si on passe sur le versant alsacien au niveau du ballon de Guebwiller. Dans le cadre de mon propos, les grands sommets sur lesquels nous focalisons correspondent donc actuellement au ballon de Servance que vous pouvez repérer sur cette carte et le ballon d'Alsace également. Et puis des zones donc un petit peu plus basses, des zones donc de Piémont vosgien, comme le haut du Thème, Servance, etc., et qui, elles, se situent plutôt à des altitudes comprises entre 350 mètres et 500 mètres approximativement. Donc voilà pour la topographie. Un détail d'importance, et cette carte peut-être vous permettra de repérer un petit peu ces enjeux paysagers d'importance. L'espace est extrêmement vert, entendez par là extrêmement forestier, avec une forte densité de surface forestière qui relève du domaine public. J'entends des forêts communales,
Les petites communes qui s'affichent, Haut-du-Thème, Château-Lambert, Servance, sont de petites communes, certes, mais de grandes communes forestières, et c'est un paradoxe, qui tirent des revenus très, très importants de la gestion de leurs forêts. Donc, forêt communale, disais-je, et pour l'autre partie publique, bien évidemment, c'est de la forêt domaniale, les grandes forêts domaniales du secteur étant celles de Saint-Antoine en particulier, qui comportent en leur sein un certain nombre de réserves naturelles nationales aujourd'hui, notamment la tourbière, le secteur, la réserve naturelle des ballons comtois, au niveau du ballon de Servance, hein, dans la partie droite ici. Voilà, forêt domaniale, et au ballon de Servance, qui est un gros enjeu aujourd'hui sur le plan patrimonial, touristique bien évidemment, et un petit peu politique dans le sens où ce secteur est aussi un secteur important pour les militaires, puisque c'est une des grandes stations radars d'observation de la base aérienne de Luxeuil, ce qui n'est pas une question mineure donc, quand on travaille dans ce secteur-là, notamment pour nos collègues archéologues impliqués dans le projet auquel j'ai déjà fait référence. Pour mémoire aussi, parce que ça ne se voit pas sur la carte, enfin dans une moindre mesure, vous avez aussi ce territoire qui est un territoire un petit peu déprimé qui correspond à ce qu'on appelle la région des 1000 étangs. Et les étangs en question sont pour un très faible nombre d'origines naturelles, l'écrasante majorité étant le résultat de travaux réalisés à l'époque monastique, donc dans le courant du Moyen-Âge, et qui représentent aussi une composante paysagère très, très importante de nos jours. Comment avons-nous procédé pour mener à bien cette recherche? Eh bien, je dirais qu'un relatif consensus s'est établi entre nous. Nous, je fais allusion à la fois aux archéologues et aux historiens de cette équipe, pour finalement se focaliser sur un objet patrimonial de plus en plus visible, et cela grâce aux archéologues qui, depuis 2 ans, ne cessent de trouver de nouveaux exemples. J'ai nommé donc les fameuses bornes forestières, qui correspondent pour la majorité d'entre elles à des bornes forestières royales, plus exactement à des bornes donc, qui permettaient de baliser, de délimiter le terrain de grueries royales. Pour mémoire, hein, la gruerie donc, est une circonscription forestière, une entité forestière assez ancienne. On peut considérer donc que c'est une entité qui date au moins de la fin de la période médiévale et qui va survivre très très largement à l'échelle du Massif vosgien jusqu'à la Révolution française. Alors, comment a-t-on considéré ces objets visuels? Eh bien, avant toute chose, comme une interface, l'interface d'un anthroposystème avec pour partie donc une forêt multifonctionnelle à laquelle vous avez déjà amplement fait allusion. En l'occurrence ici, la multifonctionnalité, et sans déflorer le reste de mon propos, est en quelque sorte fondée sur l'exploitation minière, parce que le Massif vosgien va constituer jusqu'à la Révolution française un des grands districts miniers de l'Europe moyenne, et cela depuis, allez, bon an, mal an, les 13e, 14e siècles environ. On y exploitera pendant des siècles du plomb, du cuivre, de l'argent, et ces mines contribueront notamment à alimenter les circuits monétaires européens, notamment sous la forme de billons, jusqu'au XVIIe, XVIIIe siècle. Deuxième type de multifonctionnalité assez nette, et pour laquelle donc, la borne joue un rôle important en termes de limites, c'est bien évidemment l'exploitation des ressources forestières au sens strict du terme, sous la forme de charbonnage, le développement également de tout un tissu comment qualifier ça, un tissu de petits établissements proto-industriels dispersés dans la montagne. Vous avez ici en vignette peu visible probablement un exemple donc d'un album de dessin réalisé au XVIe siècle, mais dans la partie alsacienne du Massif vosgien, mais qui correspond également à l'activité métallurgique qui était en cours dans la partie donc des Vosges saunoises qui nous intéresse, et qui vous montre donc des activités très intenses qui se doublent d'une prolifération, je pèse mes mots, de charbonnières à l'échelle de ce territoire. Et au-delà des circuits
je dirais, des horizons économiques beaucoup plus importants qui seront, eux, non pas structurels, à la différence de cette activité minière métallurgique, mais plutôt conjoncturels, c'est-à-dire les besoins de la monarchie française à partir du moment où les territoires vosgiens vont être annexés, récupérés par la monarchie française à la fin du XVIIe siècle. Ici, dans le cas du massif vosgien, et vous serez peut-être surpris, pas tous très probablement, parce que certains connaissent très bien déjà parmi vous l'histoire de ces écosystèmes forestiers vosgiens, c'est bien évidemment la demande, donc les demandes en bois de construction émanant de la marine royale, la fameuse royale, et de l'armée de terre également, puisque la frontière est de la France à partir du XVIIe siècle va devenir une espèce de limès fortifiée, destinée à contrecarrer les offensives que l'on s'attend à voir venir à tout moment, en tout cas au XVIIe, XVIIIe siècle, à l'instigation donc de la puissance habsbourgeoise solidement implantée dans la vallée du Rhin et dans les territoires germaniques. Mais c'est aussi, je parlais d'interface et d'anthroposystème, une zone, donc cette zone de borne, c'est aussi une zone de passage. Il ne faudrait pas considérer ces bornes comme des frontières parfaitement hermétiques. Ce sont des lieux d'échange en termes de migration, en particulier de migration de populations forestières. C'est une véritable merveille. Les archives vosgiennes regorgent de documents qui font allusion donc à l'arrivée de ces communautés de charbonniers, bûcherons, qui, dans la majorité des cas, étaient des communautés nomades. Ça, ce n'est pas une surprise en soi, mais de manière peut-être plus surprenante, d'origine germanique. Ce sont des communautés donc très, très dynamiques, mobiles, qui généralement sont originaires des mondes bohèmes et qui progressivement, au fil des achats de périmètres forestiers par les maîtres de forge, se déplacent et mettent à contribution donc les territoires locaux, territoires sylvicoles, bien évidemment. Mais c'est aussi des zones de conflit. Ces conflits sont très fréquemment rapportés par les archives locales. Alors, conflit entre les gestionnaires, entre les maîtres de forge, les maîtres verriers et les communautés locales qui ont un besoin vital d'exploiter ces écosystèmes forestiers dans lesquels elles considèrent qu'elles ont des droits depuis, je cite dans le texte, des temps immémoriaux, ou à minima depuis la fin du Moyen-Âge, si l'on se réfère aux archives écrites disponibles. C'est aussi un territoire d'usage pour la veine pâture, les affouages, en sachant que les affouages, encore aujourd'hui, dans le territoire vosgien, sont d'actualité. Les habitants, j'en fais partie, se voient attribuer, s'ils le demandent, une portion dans les bois communaux et dans une bien moindre mesure dans les bois domaniaux. Ces écosystèmes donc, sont aussi des espaces de conquête. Et ces conquêtes, mais on y reviendra, je n'y fais qu'allusion ici, prennent la forme de fouillis, de clairières, de systèmes de culture sur brûlis, qui vont un petit peu créer autant d'abcès de fixation pour la population et qui vont devenir des points de focalisation de l'administration des eaux et forêts à compter de la fin surtout du XVIIe siècle. Alors, qu'en est-il de cette forêt? Quelle est son origine? Je crois que c'est un préalable auquel je dois absolument faire référence. C'est un territoire qui est très très peu peuplé à la fin de l'empire de l'époque romaine. Si l'on se réfère donc à la vie de Saint Colomban, sachant que ce moine irlandais va être le grand évangélisateur du massif vosgien, les trois versants franc-comtois qui nous intéressent, lorrain et alsacien. Et Saint Colomban, dans sa vita, dans sa vie, considère qu'il y trouve un lieu d'épanouissement cénobitique, puisqu'il parle de désert. En l'occurrence, ici, c'est plutôt un désert vert, forestier. Mais il faut faire très attention à ces vitas, à ces vies de saints, parce qu'elles donnent vraiment l'impression très, très trompeuse qu'on a affaire à des territoires vides d'hommes, ce qui n'est absolument pas le cas, parce que lorsqu'on rentre un petit peu dans les détails, qu'on lit
entre les lignes, donc le contenu de ces textes, on constate, même en lisant ce fameux saint qui a intérêt à insister sur le dépeuplement du Massif vosgien, on constate qu'on a déjà des communautés, qu'on a des restes, des reliques en quelque sorte de la présence romaine, puisque lorsqu'il crée sa première micro-communauté monastique, il signale la présence de ruines, de fortins romains à la même époque. Il décrit aussi une forêt relativement je dirais, une forêt qu'on pourrait qualifier aujourd'hui de forêt déjà secondaire. On n'est absolument pas en présence d'une forêt de nature primaire, naturelle ou quoi que ce soit. Et en revanche, une faune extrêmement riche. Il n'a de cesse de mentionner la présence de loups, d'ours, de buffles, très probablement des aurochs, et de cervidés en abondance. Que se passe-t-il après Saint-Colomban? Eh bien, ces communautés sèment à l'échelle du Massif vosgien et ses héritiers. Ici, il s'agit de Saint-Del pour notre territoire, côté lorrain de Romaric, côté alsacien, etc., de Déodat, etc., qui vont se partager ce territoire avec, passez-moi l'expression, la bénédiction des rois mérovingiens qui vont leur attribuer des domaines forestiers absolument colossaux, domaines sur lesquels ils auront la haute main jusqu'à la fin de la période médiévale, période à partir de laquelle ils vont entrer un petit peu en conflit avec la puissance montante des États que je n'ose pas encore qualifier d'État moderne, mais de plus en plus centralisateurs. J'ai cité le duché de Bourgogne et de l'autre côté, les duchés de Lorraine. Voilà, donc pour le petit historique, la prise en charge, tout ça se traduit dans le courant des 16e, 17e siècles par une propriété forestière, je dirais, très, très morcelée. Cette carte donc, vous permet d'avoir une petite idée et vous montre un petit peu à la fois l'importance des patrimoines religieux, en particulier pour nous celui de l'abbaye de Lure, dans une moindre mesure l'abbaye aussi de Luxeuil. Elles ont au fait de se doter de leurs propres administrations forestières par la création de grueries, mais des grueries seigneuriales sur lesquelles nous reviendrons, puisque à la fin de la période moderne, c'est-à-dire dans les années 1670-80, années qui correspondent à l'annexion des territoires vosgiens par la monarchie française, la monarchie va rétablir des grueries royales, ce qui est un petit peu un hiatus historique, puisque la plupart de ces grueries avaient plutôt vocation à disparaître dans le cadre de l'application de l'ordonnance de 1669. Et puis au-delà, en périphérie de ces territoires, la création de maîtrises qui, comment dire, ont la haute main, en tout cas sur le papier, sur ces territoires forestiers. En pratique, c'est un pouvoir très lâche et des prérogatives quand même relativement limitées. Deuxième rupture historique, c'est le chaos de la démographie vosgienne, en tout cas ce chaos que va connaître le Massif vosgien, en particulier à l'occasion d'une guerre qui est absolument dévastatrice pour tous les territoires de l'Europe moyenne, c'est-à-dire que mon propos concerne aussi bien l'Allemagne que la Suisse dans une moindre mesure et l'ensemble des territoires vosgiens, à savoir la guerre de 30 ans, un conflit d'ampleur européenne qui se traduit chez nous par un effondrement des densités démographiques, une reconquête forestière et la réouverture en quelque sorte d'un front pionnier forestier au début du XVIIIe siècle, front pionnier qui finalement est alimenté par un très très fort courant migratoire composé de populations germaniques et helvétiques notamment. Et puis, la rupture en matière purement forestière, c'est bien évidemment la prétention de la monarchie française à appliquer dans une région de montagne à dominante plutôt résineuse, mais on pourra revenir sur cette notion de dominance, de dominante résineuse, l'application de la fameuse ordonnance de 1669 qui, comme vous le savez déjà très probablement, est une sylviculture plutôt inadaptée aux régions montagnardes et qui se traduit donc par l'établissement des premiers plans forestiers, dont vous avez ici un exemple, donc avec un partage entre des assiettes forestières vouées à être exploitées très régulièrement, sachant que les durées d'exploitation vont se réduire comme peau de chagrin à partir du 8e siècle. On va finir avec des espèces de, non plus de taillis sous-futés, mais des taillis exploités à 10-15 ans dans cette partie du Massif vosgien, en raison
des appétits jamais rassasiés des industries, de la proto-industrie locale. Vous repérez bien évidemment ici, pardon, la création donc, du quart de réserve. Et ici, beaucoup plus intéressant, je les ai mentionnés il y a quelques minutes, ces fameux abcès forestiers. Ce sont des clairières de défrichement que l'on appelle les sursenages, les fouillés dans le massif vosgien, et qui correspondent à ces clairières de défrichement réalisées par des paysans dans les périodes plus anciennes et qui vont perdurer au XVIIIe siècle et qui vont être vraiment un des éléments structurants de la lutte des forestiers contre les populations locales. Concrètement, cela se traduit par la création sur le papier d'une forêt relativement, structurée entre une futaie dans le quart de réserve, un taillis sous-futé, qui en pratique aura très très peu lieu d'être, une fois de plus, en raison des appétits de la proto-industrie locale. Bien évidemment, cette mise au pas, cet ordonnancement de la forêt calqué sur le texte de 1669, mais j'insiste qu'il n'est réellement appliqué chez nous qu'à compter des années 1700-1720, se traduit immédiatement par une rupture avec les populations locales, une rupture qui se mesure très très facilement quand on jette un petit peu un coup d'œil aux fameux registres très nombreux dans notre secteur, au registre donc des délits, des mésus, qui vous montrent donc une augmentation sensible des délits à cette époque, notamment en termes de vol de bois, comblement des fossés, vaines pâtures, etc., qui deviennent en quelque sorte la raison majeure de l'action des forestiers de l'époque. Alors, comment est appliquée l'ordonnance de 1669 dans notre secteur? Je dirais de manière très progressive, en tout cas, ça ne répond pas à une logique implacable. L'autorité donc française promulgue un premier édit en 1692 qui supprime les fameuses grueries dont je vous ai déjà parlé, qui leur substitue des maîtrises et qui, de manière assez étonnante finalement, recrée des grueries qui ont été supprimées précédemment, notamment dans le secteur de Château-Lambert, tout simplement parce que c'est un secteur stratégique en matière militaire et en matière donc proto-industrielle, puisque cette forêt a vocation à nourrir, à alimenter à la fois les verreries et les forges locales. Puis un deuxième édit est promulgué en 1694, où là on introduit définitivement la fameuse exploitation des forêts par coupe réglée, la conservation d'un quart de réserve, et je vous renvoie au plan précédemment montré. Et 1607, un autre hiatus, la création cette fois-ci, avec officielle par le pouvoir royal, d'une gruerie seigneuriale à Fauconnier. Alors, la recréation de cette gruerie seigneuriale, qui est en fait indiquée dans les sources dès les années 1380, ne peut guère s'expliquer que par la personnalité du seigneur du lieu, puisqu'il s'agit des Beaufort-Listenois, une famille très puissante, très bien en cours à Versailles, qui manifestement, au début du XVIIIe siècle, parvient à défendre, à sauver en quelque sorte ses prérogatives forestières. Or, sur le papier, tout cela semble envisageable. En pratique, cette espèce de cogestion à la fois seigneuriale et royale va se traduire par une multitude de conflits dans lesquels vont s'engouffrer les communautés locales pour exploiter au mieux de leurs intérêts les ressources sylvicoles locales. Donc, ça se traduit notamment par des limites entre ces grueries extrêmement confuses sur ces territoires de confins dans les secteurs que vous avez pu apercevoir sur mes premières cartes de Belfailly, de Miellin, Servance, etc. Et des conflits de juridiction donc, qui ne trouveront de conclusion qu'à l'époque révolutionnaire et encore, puisqu'ils renaîtront à la faveur de la Révolution française et à la fin des guerres, après la période napoléonienne. Sur le plan, je dirais, paysager, cela se traduit par les premiers aménagements et surtout l'érection des premières bornes forestières, avec une phase de latence, de tolérance, je ne sais trop comment la qualifier, entre 1700 et 1730.
On laisse l'initiative aux communautés locales en disant ben, vous allez créer ces bornes à vos frais et les planter. Donc là, l'administration forestière, pour le coup, faire preuve d'une très grande naïveté. Vous imaginez l'enthousiasme des communautés qui sont censées planter des bornes qui reviennent finalement à limiter leurs prérogatives dans ces mêmes territoires donc ligneux. Donc ça ne fonctionne pas très bien. Et à partir de 1730, l'arpentage devient obligatoire. Ce qui est intéressant, en tout cas, ce qui nous intéresse dans le cadre de notre projet, ce sont les conditions d'établissement et l'origine de ces bornes qui sont très anciennes, puisque les premières mentions apparaissent dans le Deutéronome. On en parle amplement de ces bornes, pas seulement forestières, toutes les bornes en général, dans les textes grecs et romains. Je vous ai présenté ici quelques exemples. Mes collègues archéologues donc, ont besoin d'informations pour savoir un petit peu quelles étaient les conditions qui présidaient à l'établissement de ces bornes, puisque on y laissait donc sous ces bornes, on plaçait des repères qui permettaient notamment des briques cassées, du charbon de bois, etc., qui permettaient en cas de déplacement de la borne par des usagers de retrouver l'emplacement initial de ces repères visuels en limite de forêt. Je n'insiste pas plus que cela, on pourra peut-être revenir sur ces détails concernant les bornes. Voilà ce que cela donne en tout cas concrètement. On commence à avoir des informations de plus en plus tangibles. Vous avez en haut à droite une très belle photographie de bornes prise par notre archéologue en chef, dirais-je, Daniel Daval, pardon. Donc elles sont superbes, vous avez la pierre et puis la pierre d'angle qui indique l'orientation de la limite dans un second temps, donc c'est la petite pierre biseautée à droite. Et on les retrouve un petit peu partout. À l'échelle du territoire aujourd'hui, quand je dis un petit peu partout, on est à plusieurs dizaines de bornes. Elles sont intéressantes parce qu'elles constituent aujourd'hui des éléments de patrimoine qui sont souvent totalement méconnus et qui potentiellement sont exposés, en tout cas sont fortement vulnérables. Vulnérables à quoi ? Bien évidemment, surtout au cours des dernières années, nos collègues archéologues nous signalent le problème. Ce sont les travaux de débardage, d'exploitation forestière. On peut considérer donc que les débardeurs sont de plus en plus, je dirais, radicaux dans le traitement de ces parcelles et dans l'exploitation, la sortie de ces bois, les vidanges, etc. Et puis, ces pierres retrouvées, donc, comment dire, confortées par les archives écrites, ouvrent des perspectives vraiment très, très intéressantes en matière de développement touristique. Mais j'y reviendrai là aussi dans le cadre de la conclusion. Toujours est-il que ces frontières ne sont pas intangibles. Vous avez ici un plan dans la partie gauche qui vous montre, notamment, vous avez une mention, qui vous montre donc que les bornes sont, je cite dans le texte, remuées très, très fraîchement. Donc c'est un casse-tête pour les forestiers de l'époque. Représentés donc sur ces tableaux à droite sont les tableaux vosgiens qui datent des années 1740 et qui étaient présentés dans un siège de gruerie dans le massif vosgien, superbe tableau, et qui vous montre un petit peu le travail, la livrée des forestiers de cette époque et leur travail donc de reconnaissance des frontières du domaine de l'arbre. Pour ce qui est de la chronologie de ces bornes, elle est assez intéressante puisque finalement l'essentiel a été posé entre les années 1740 et 1760. Donc on a vraiment un travail massif de plantation de bornes avec emploi de géomètres arpenteurs qui sont généralement désignés par la maîtrise de Vesoul qui se situe quand même à vol d'oiseau à une quarantaine de kilomètres des forêts que nous étudions. Alors, pourquoi ces bornes? Pourquoi une telle délimitation des frontières? Tout simplement parce que, sans surprise, ces forêts sont l'objet de nombreuses convoitises. Pour des raisons intrinsèquement forestières, les peuplements locaux au XVIIIe siècle sont composés massivement, en tout cas pour la partie la plus élevée, d'une espèce de sapinière, par conséquent, donc avec une forte présence aussi de hêtres que vous pouvez reconnaître sur cette carte.
Alors, ces forêts sont en très mauvais état à la fin du Moyen Âge. Elles sont désignées comme très dégradées au moment de l'application de l'ordonnance de 1669. Le paradoxe veut qu'à la veille de la Révolution française, elles paraissent encore plus dégradées qu'à l'arrivée des Français dans la région, bien évidemment, et pour cause. Elles ont été mises en coupe réglée par tout le réseau, la filière à la fois verrière et métallurgique du secteur. Et dans les parties les plus basses, on assiste, en tout cas, on observe une reprise d'une dominante sous la forme d'une chênaie mélangée à du charme dans les territoires, donc, comme je le disais, un peu plus bas. Alors, quelles sont les menaces pesant sur cette forêt? Avant toute chose, et j'insiste vraiment sur cet aspect-là, la première menace, c'est le front de colonisation. Alors, c'est un front qui est permanent et qui répond à des fluctuations qui sont intrinsèquement liées à l'évolution de la démographie, dont j'ai déjà parlé, c'est-à-dire déclin de la population à la fin du Moyen Âge à la faveur de la guerre de Cent Ans, des pestes, en reprise de cette colonisation au XVIe siècle. On aboutit à un monde plein dans les années 1620, 1630. Patatras, nouvelle rupture, et quelle rupture? La fameuse guerre de 30 ans, un recul des populations, une reprise des peuplements forestiers, et vers 1700, la réouverture de ces fronts pionniers, qui est vraiment signalée par toutes les archives écrites, qu'elles émanent de l'administration des eaux et forêts ou des seigneurs locaux ou des communautés. Et comment conduit-on ces vagues de défrichement de manière assez traditionnelle pour le massif vosgien, mais c'est notamment en recourant à une technique propre aux espaces montagnards. Moi, j'en ai retrouvé des traces, elles sont toujours pratiquées dans certaines régions du Yunnan en Chine. C'est le sursenage, c'est-à-dire qu'on pratique des entailles autour des arbres, on les laisse sécher sur pied et on les abat beaucoup plus facilement. Vous avez ici des plans forestiers du XVIIIe siècle qui parlent de bois cerné, et qui conforte donc l'idée d'une offensive généralisée de la part des paysans à cette époque, avec quand même derrière ces paysans des entrepreneurs de colonisation, c'est-à-dire des gens qui ont les reins très solides sur le plan financier et qui fournissent les capitaux nécessaires à ces petits paysans, à la piétaille, qui va partir à l'assaut de ces écosystèmes entre les années 1680 et 1750-60. Deuxième facteur de pression, et quel facteur de pression? C'est celle exercée par les scieries, les verreries. Vous avez en bas à droite un exemple, donc on exploite massivement le sapin pour le bois de marine, pour le bois de charpente. On utilise ensuite pour les extraire de la zone montagnarde les cours d'eau locaux, donc le flottage, ce sont des tableaux vosgiens que vous voyez là, avec une très forte densité de haut fer. On parle de haut fer dans le massif vosgien. Donc, ce sont ces systèmes à roues hydrauliques, généralement roues au-dessus. L'eau tombe sur les pales qui actionnent ensuite la scie. Et alors que je ne me trompe pas, bien évidemment, le principal facteur de dégradation, c'est la densité de ces établissements proto-industriels. Et c'est là que le mariage à l'origine de raison entre l'historien et l'archéologue devient quasiment un mariage d'amour. J'espère que Catherine le confirmera, à savoir donc cette confrontation de nos sources respectives. L'historien qui établit des cartographies très précises, en l'occurrence ici du secteur de Château-Lanterre, la fameuse forêt de Saint-Antoine, avec tous les périmètres attribués donc en fonction du type d'établissement industriel. Vous avez au nord, donc ici, la partie attribuée aux mines et fonderies de Château-Lambert, la partie, donc, que je ne me trompe pas, du droit de Saint-Antoine à la fonderie de Plancher-les-Mines, l'autre, Verrerie de Saint-Antoine, Verrerie à nouveau, forge de Magny-Vernois, qui montre aussi que ce bois est exporté à long rayon d'action, puisque ce sont des forges qui se situent à peu près à 20 km du territoire forestier en question, mais aussi à destination des forges de Belfort, où se concentre un nombre de manufactures d'armes très important. Et donc là, on est vraiment dans la perspective de la fortification et du renforcement de la frontière militaire. Et puis d'autre part, les pérégrinations de nos archéologues, collègues archéologues, qui eux retrouvent sur le terrain donc ces bornes royales, donc les points rouges, et les fameuses charbonnières. Là, c'est un extrait dans la forêt du Reverauchien qui relevait donc de la forêt de Saint-Antoine et qui vous montre donc que ces charbonnières sont tout sauf un phénomène paysager marginal.
puisqu'ils en ont repéré, mais mes informations datent maintenant, plus de 200 plateformes de charbonnage. Et puis, c'est une happy end que je veux aussi vous raconter, à savoir donc le relâchement de cette pression sur l'écosystème forestier. Je crois que oui, j'arrive au terme de mon exposé. C'est la phase donc comment dire, de recul de cette demande proto-industrielle, en fait à la faveur du déclin de l'industrie locale à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle, et qui se traduit notamment par un déclin démographique. On est ici à Château-Lambert. Alors, Château-Lambert, c'est vraiment un des grands bastions métallurgiques des Vosges saunoises et qui vous montre entre 1778 et 1783 le recul inexorable de la population. Une population vers 1770 qui est composée à une écrasante majorité de mineurs, qui concerne aussi bien des hommes et des femmes, puisque les femmes font partie de la filière minière et métallurgique à cette époque. On peut très bien faire de l'histoire du genre à partir de cette histoire forestière. Elles sont omniprésentes, tant comme délinquantes, passez-moi l'expression en termes de vaine pâture, qu'en termes d'ouvrières, petites mains, pour l'exploitation de ce minerai exploité dans les territoires forestiers. Donc, à la fin du XVIIIe siècle, cette activité déclinante. En revanche, la signature forestière, elle, est absolument désastreuse. Vous avez ici un des exemples. On dispose de fonds cartographiques importants pour le massif vosgien. J'ai pris cet extrait qui correspond ici à la forêt de Saint-Antoine, au ballon de Servance. On est donc au ballon de Servance à une altitude de 1247 mètres, et qui vous montre quoi? Eh bien, des versants souvent abrupts, et pourtant totalement déboisée, et pour cause, toute cette forêt est surexploitée depuis les années 1730 à minima, au profit des forges, des verreries qui sont donc installées, qui s'égrènent le long des cours d'eau locaux, de l'autre côté, qui alimentent par charroi, en bois, les fameux bastions métallurgiques de la trouée de Belfort, c'est-à-dire la région de Belfort, de la porte d'Alsace, et qui, eux, vont perdurer pratiquement jusqu'au Second Empire approximativement. Donc, si l'on résume un petit peu cette, comment dire, cette prédation proto-industrielle se résume donc par la prolifération courant du XVIIIe siècle des établissements, ce que j'appelle moi des usines, mais ça peut être aussi bien des verreries, des fonderies, des forges, etc. L'utilisation du réseau hydrographique sous la forme donc de flottage qui permet d'extraire des bois qui sont situés parfois dans des parcelles extrêmement inaccessibles, en tout cas au regard des canons actuels de l'exploitation forestière, avec recours aussi au lançage, très fréquent dans le massif vosgien jusqu'aux années 1980-90. Quand je faisais ma thèse, j'ai eu l'occasion d'assister aux dernières scènes de lançage dans le massif vosgien. Parallèlement, un assaut, une poursuite des défrichements à partir donc des fonds de vallée en direction des crêtes, qui conservaient jusque-là, c'est-à-dire jusqu'aux années 1740-50, une hêtraie sapinière relativement bien préservée. Et un deuxième front, celui des bergers, partis cette fois-ci des crêtes, et qui, à leur tour, créent un petit peu partout de nouveaux pâturages à l'échelle de ce ruban forestier relictuel situé entre 800 et 900 mètres, l'étage montagnard supérieur, et la crête elle-même qui culmine chez nous, donc je vous le rappelle, entre 1200 et 1400 mètres. Alors, en guise de conclusion, et je ne résiste pas à reprendre comment dire, les paroles barésiennes, hein, puisqu'on est aussi dans le bastion, les bastions de l'Est, la fameuse ligne bleue des Vosges, quelle perspective ouvrent ces recherches, donc menées de front avec des archéologues, des historiens, etc. Avant toute chose, énormément d'informations sur la gestion en cours d'espaces très très sensibles, les fameuses réserves naturelles donc locales, nombreuses, qui font l'objet de nombreux enjeux, les forêts domaniales, qui aujourd'hui sont un petit peu au centre de vives polémiques en termes d'exploitation, de choix d'exploitation, etc. Et puis aussi comme élément très, très consistant
pour discuter, je dirais rediscuter cette notion de naturalité des écosystèmes forestiers vosgiens. Alors en tant qu'historien, j'y crois très très peu, hein. Je ne crois même pas du tout à ce que j'appelle moi le mythe des forêts primaires. En revanche, c'est quand même une idée qui continue à nourrir des réflexions pour l'avenir, des modes d'exploitation de cette forêt vosgienne. Dans certains cas, donc, comment dire, une notion de naturalité qui est colportée par des collègues au sein même de mon laboratoire, qui sont des écologues, et qui continuent parfois à sous-entendre qu'on a encore des écosystèmes relevant de forêts à caractère naturel dans le massif vosgien. Deuxième front ouvert par nos recherches, c'est bien évidemment toutes ces opportunités touristiques, notamment pour le département. Rappelez-vous, je reboucle avec ma première diapositive, ou une de mes premières diapositives. On est dans une zone donc, qui est très périphérique, peu concernée ou pas suffisamment en tout cas par les flux touristiques qui animent d'autres parties du massif vosgien. Et il se trouve que ces recherches, conduites à la fois sur le terrain par les archéologues et conduites sur le front documentaire des archives par les historiens, offrent de réelles opportunités en termes de valorisation. Alors des valorisations qui peuvent se décliner, je dirais, de manière très diverse, sous la forme de publications, de plaquettes sur lesquelles nous travaillons actuellement, mais aussi par le développement de sentiers de découverte qui associent les fameuses bornes, vous avez vu quelques exemples, quelques photographies, les charbonnières, et le réseau existant de sentiers de grande randonnée dont le massif vosgien est largement parcouru et qui représente vraiment un atout touristique à valoriser pour les vraiment très, très prochaines années. J'en veux pour preuve de cet intérêt, notamment de la part des élus locaux du conseil départemental de la Haute-Saône, un récent projet de demande de classement à l'UNESCO pour cette partie des Vosges saônoises auxquelles nous participons. En tout cas, personnellement, une convention a été signée récemment entre la collectivité et l'université de Franche-Comté. Voilà, je pense vous avoir à peu près tout dit, ne pas avoir trop débordé, je l'espère, de mon temps de parole. Et ma foi, je serai très, très heureux de répondre à vos questions, si vous en avez, et bien évidemment, dans la limite de mes moyens. Merci encore de votre écoute.